Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Taïwan International en ce dimanche 5 mars 2023. Tout d'abord, vous retrouverez On en parle à Taïwan et ensuite, nous vous laisserons en musique avec Partitions orientales. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans On en parle à Taïwan qui vous est présenté aujourd'hui par François-Xavier Boulet, Lisa Dufaux et Sasa. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Alors, moi, je vous parlerai, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là qu'on va le présenter, mais autant l'annoncer tout de suite. Le gouvernement est en train de réfléchir à une limite des ponts. Dès qu'il y a un jour férié, on essaye de faire le pont si c'est à cheval sur le week-end et faire un jour de plus comme cela. C'est une pratique qui a quasiment 10 ans d'existence à Taïwan, mais qui a de plus en plus de plaintes. Donc, on va voir vers quelle orientation de travail le gouvernement planche. D'accord, je pense que ça va être un sujet qui intéresse les Français, surtout puisqu'on Peut-être aime bien aussi. parler des vacances. C'est vrai. Et moi, je vous parlerai du 28 février, des commémorations qui ont lieu à Taïwan cette semaine. Oui. Voilà. Et moi, je vais vous parler de la journée mondiale des langues maternelles qui a été fêtée à Taïwan. C'était dans l'actualité récente aussi, non ? Oui, tout à fait. Oui. Alors, on va commencer par le 28 février. C'était mardi. Et à l'occasion, je suis allée faire un reportage sur la manifestation des groupes de la société civile qui est organisée chaque année. Donc, cette année, c'était pour le 76e anniversaire du massacre du 28 février, qui a eu lieu en 1947. Oui. Et C'était pas à Tainan cette année, du coup, la commémoration ? oui, alors il y avait une commémoration. Chaque année, il y a une commémoration officielle. Donc, oui, il va y avoir Organisée par le gouvernement, le président, tout ça. la présidente, le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement, plusieurs témoignages de proches de victimes ou de victimes. Oui. Voilà, c'est vraiment très officiel. Tout le monde est en costume noir, avec des fleurs. C'est des fleurs de lys. Les lys calas, je crois que ça s'appelle, je ne me souviens plus. Oui. Donc voilà, c'est très solennel. Et cette année, effectivement, c'était organisé à Tainan, dans le sud, donc pour la première fois d'ailleurs. Et d'habitude, c'est plutôt organisé au parc Ba, Oui. pas loin Donc, le du parc du parc 28 février. du palais présidentiel. Et donc, mais cette année, chaque année, il y a quand même cette marche des groupes de la société civile. Donc cette année, il y avait plus de 50 groupes, Wow. ONG, groupes, partis politiques. Donc voilà, je suis allée, j'ai suivi un peu le cortège, j'ai pris quelques photos, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, si vous voulez aller voir, sur notre compte YouTube. Et ensuite, il y a aussi le décryptage, donc publié mercredi, si vous voulez avoir plus de détails. J'ai interviewé plusieurs membres du cortège. Il y avait par exemple l'association de promotion des droits de l'homme de Taïwan. Ouais. Il y avait le New Power Party. Il y avait Du coup, c'est une marche encore commémorative, mais Oui. avec quelques revendications aussi. Une marche En matière de commémorative. droits de l'homme. Oui, quand même. Oui, c'est vrai. D'accord. Il y avait aussi des représentants de l'église presbytérienne. Il y avait des représentants de la fondation Nylon Jung. Voilà, Oui. cet Celui activiste qui s'était immolé. qui est mort en 1989. Oui. Mhm. Et voilà. C'était aussi un peu solennel quand même. C'est pas vraiment une manifestation dans le sens où il y a personne qui crie, qui scande des slogans, tout ça. C'est quand même, ça reste assez sobre. Les gens viennent en noir en principe. C'est un peu le code vestimentaire, c'est le noir aussi. Il y a ensuite le cortège passe devant la maison de thé Tianma, là où il y a eu donc l'incident. Tout le début, oui. Voilà, où il y a eu, c'est une vendeuse de cigarettes probablement de contrebande qui a été un peu malmenée. Oui, bien malmenée, voilà, c'était des officiers du bureau du monopole du tabac. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, même si c'est juste, on va dire, un élément déclencheur ou une goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais en fait, c'était, plus de longs mois de frustration, de tension avec l'arrivée des soldats du KMT à Taïwan. Et voilà, ça avait été assez mal géré. Il y avait pas mal de mauvais comportements, un peu de délinquance de la part des soldats, aussi une gestion assez
arrogante. Donc voilà, c'est ça qui a commencé. Et puis après, ça s'est répandu. Il y a des nouvelles qui se sont répandues à la radio et qui a provoqué d'autres manifestations dans le reste du pays. Ouais. Donc le 28 février, il y a eu des répressions, pas seulement à Taipei, mais aussi dans beaucoup d'endroits de l'île, en fait. Et c'est justement ces manifestations et puis la répression sanglante derrière qui ont fait que juste après, le gouverneur a décrété la loi martiale et qu'on est rentré dans ces 40 années de terreur blanche, quoi. C'est ça. Et je conseille aussi, du coup, d'écouter le décryptage de la veille, je crois, par Florian et Deli, qui était du coup très interactif parce que c'était et agréable à écouter parce que c'était un dialogue. Elle revenait sur toute l'histoire. Voilà, c'est plus sur l'incident en lui-même. Et voilà. Donc, voilà, de quoi bien se documenter. Ouais. Et du coup, je voulais un petit peu rebondir sur ce que tu disais, parce que tu disais qu'il y a une commémoration officielle à Tainan cette année, une marche un peu solennelle aussi à Taipei. Et c'est vrai qu'il y a un troisième élément que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a aussi un concert assez festif finalement, qui s'appelle Gongsheng Yingyue Jie, c'est-à-dire le festival de musique du vivre ensemble ou de la coexistence. Qui a été organisé en fait tous les ans le soir de ces commémorations depuis le mouvement des tournesols, parce qu'à ce moment-là, il y a eu une implication de plus en plus forte des étudiants dans la société taïwanaise. Et donc ça, c'est un festival organisé par les étudiants. Donc on peut dire que c'est depuis mars 2014, si les gens veulent se resituer le mouvement des tournesols. Tout à fait. Mais du coup, ça a commencé l'année suivante. Voilà. Puisqu'on était déjà au mois de mars. Et donc, ça a souvent lieu sur la place de la Liberté, qui paradoxalement est en face du mémorial Chiang Kai-shek. Et donc, il y a beaucoup de chanteurs qui chantent en langue maternelle, justement. Lin Changxiang en Hakka. Il y a des groupes de rock taïwanais. Il y avait aussi cette année, par exemple, Panay, qui est une chanteuse de parents Amis et Puyuma. Et il y a aussi des ONG qui font des discours ce soir-là et des stands d'ONG. Donc les personnes qui vont là-bas peuvent voir un petit peu quel est le travail des différentes ONG. Bon, j'ai pas pu y aller cette année parce que je préparais le journal. Ah oui. Mais j'ai vu aussi une exposition qui est en lien avec le 28 février, qui est préparée par un groupe de jeunes entre 18 et 25 ans. Et qui vont travailler pendant 6 mois pour faire des recherches sur l'incident, sur le massacre du 28 février, sur cette période-là, et qui ensuite vont choisir un angle pour faire une exposition ce jour-là. Ah, c'est intéressant ça aussi. C'est très intéressant. Mais justement, c'est cette approche d'inciter les jeunes Taïwanais à mieux connaître leur histoire, à aller faire des recherches sur une période qui en fait était taboue pendant longtemps. Par exemple, dans la manifestation, j'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'elle était allée à Hong Kong il y a 40 ans et que c'est là-bas qu'elle avait appris l'existence de cet événement et qu'on n'en parlait pas à Taïwan, qu'elle était vraiment choquée, elle avait pleuré et tout ça. Et qu'ensuite elle était rentrée à Taïwan et elle en avait parlé et tout le monde avait trouvé qu'elle devait être folle, quoi. Parce que personne n'en avait jamais entendu parler. Heureusement que ça a un peu changé. D'ailleurs, c'est un aspect du discours de Tsai Ing-wen lors de la cérémonie officielle à Tainan que j'ai bien aimé, ce passage où elle a expliqué et insisté sur le fait que dans les nouveaux curriculums de l'éducation, on allait insister pour présenter le travail de justice transitionnelle déjà au petit âge, quoi. Donc dès le primaire, collège. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi vachement important, en fait. Et jusque-là, c'était très, très absent, en effet, des livres d'histoire, quoi. Et ce que tu dis, ça me fait penser à ce qui s'est passé sur la place Tiananmen en Chine, même si, bien sûr, c'est pas du tout la même histoire, mais c'est encore quelque chose qui reste tabou aujourd'hui. Oui, c'est encore vraiment la censure totale en Chine sur cet événement. Oui. D'autres petites particularités sur ta... Une particularité, bien sûr, que j'ai oublié de mentionner, mais que, en fait, il y a aussi chaque année une célébration qui est organisée par les villes, et donc notamment par la ville de Taipei. Oui. Et chaque année, il y a un groupe d'ONG qui co-organise en fait avec la ville de Taipei cette commémoration officielle de la ville de Taipei.
Et cette année, ils ont refusé d'organiser l'événement ensemble avec la mairie de Taipei parce que le nouveau maire Jiang Wan'an, qui dit être l'arrière-petit-fils de Chiang Kai-shek, voilà, ça passe pas pour ces associations qui disent que c'est une humiliation pour les victimes et leurs proches, d'avoir un descendant de la famille Jiang et un membre du KMT. Et surtout, c'est ce que j'ai entendu dans cette marche, c'est que, par exemple, il y avait le secrétaire général de l'Association des droits de l'homme de Taïwan, ce genre de groupe qui disait, en fait, nous, on veut des excuses officielles de Jiang Wan'an, qui s'excuse pour ce qu'a fait quelqu'un de sa famille et son parti, en fait. Après, ce qu'il faut voir, ça reste le point de vue de cette association. Parce qu'en fait, pendant la cérémonie, en fait, il s'est excusé en tant que maire de Taipei. Oui. Et ce que les associations veulent, qui, effectivement, comme tu dis, sont à très forte tendance indépendantiste dans cette marche, ce qu'ils veulent, c'est des excuses... alors, eux, ils trouvent que ce n'est pas des excuses sincères, mais aussi, je pense qu'ils veulent des excuses en tant que membre du KMT, en tant que membre de la famille de Chiang Kai-shek. Peut-être plus en tant que membre de la famille de Chiang Kai-shek, au sens où les excuses, en tant que membre du KMT, elles ont déjà... Alors, elles sont peut-être pas sincères aux yeux de ces associations, mais elles ont quand même été prononcées plusieurs fois par les anciens présidents. Lui, il n'est pas leader du parti non plus. Il est membre du parti. À ma connaissance, il a quand même présenté des excuses plusieurs fois et s'est engagé à ce que ce travail de réconciliation soit fait pour que les responsabilités soient assumées, bien sûr, et qu'on avance, quoi, plutôt qu'au contraire de ressasser ça à chaque fois comme un événement passé. Donc je pense que il faut réussir à faire la part des choses. C'est aussi quelque chose qui énerve ces associations qui disent voilà, le KMT a toujours cette posture de dire c'est du passé, c'est une étape de l'histoire, c'est pas la peine de toujours revenir dessus, alors qu'au contraire leur posture c'est de dire oui, au contraire il faut revenir dessus. Il y a beaucoup de choses en fait qui n'ont pas encore été déterrées, beaucoup de vérités qui n'ont pas encore surgi de cette période. Je pense que ce qu'on peut reprocher, c'est quand Ma Ying-jeou était à la tête de l'État, par exemple pendant 8 ans de gouvernance du Kuomintang. Là, il y a eu des excuses publiques, officielles, mais derrière, il n'y a pas eu l'engagement de la justice transitionnelle, il n'y a pas eu tout ce travail. Il a fallu attendre Tsai Ing-wen qui arrive à la tête de l'État pour qu'il y ait des actes qui soient engagés derrière. Quoi. En ce sens-là, je pense qu'on peut dire que les excuses, est-ce qu'elles étaient sincères ou suffisantes? Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, après, je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois ces associations, par exemple, ils ne voulaient pas y aller pour l'organiser, mais ils ont aussi essayé d'empêcher l'organisation de la cérémonie municipale de Taipei. Mais tu peux pas dire parce que là, il y a certaines personnes qui ont essayé d'empêcher, mais tu peux pas dire que c'est toutes les associations qui sont représentées dans cette personne qui a crié assassin, alors qu'effectivement, Jiang Wan'an, il a tué personne. Il est tout sauf assassin, et pour moi, c'est un débordement tu peux pas dire que c'est représentatif de ce cortège. Contre-témoignage de ce qu'il demande, quoi. C'est mon point de vue. Tu vois, quand je vois cette image de quelqu'un qui crie assassin, qui essaie de l'empêcher de parler, pour une cérémonie qui veut être commémorative et pacifique, je trouve ça dommage parce que du coup, je garde une image inverse de ce que la personne veut, de la personne qui manifeste. Mais ça n'engage que moi. Moi, je pense qu'il faut pas se dire que cette personne représente toutes les associations taïwanaises qui promeuvent les droits de l'homme. Je pense que c'est vraiment une position très personnelle et... Voilà. Ok, du coup, on aura vraiment eu une semaine très très complète sur le 28 février. Oui. Donc, je pense que nos auditeurs ont bien cerné la complexité de l'histoire taïwanaise et que cet événement, c'est vraiment un des événements les plus marquants. Oui. Voilà. Et c'est un événement qui était du coup férié. Ça l'est depuis plusieurs années. Quelle transition vu que ça tombait mardi, fixe. Très bien. Voilà ma transition vers les jours fériés. Vu que ça tombait mardi, lundi, on a fait le pont, donc ça faisait un week-end prolongé de 4 jours pour les Taïwanais. Et ça, c'est une pratique qui a été adoptée en 2013 seulement, de faire le pont quand le jour férié tombe le mardi, alors on chôme aussi le lundi, et quand ça tombe le jeudi, on chôme aussi le vendredi. Et en faisant le pont, mais le jour chômé en plus doit être rattrapé. Donc il est rattrapé avant sur un week-end, donc le samedi, c'est un jour travaillé. Et... quand ça arrive 2-3 fois dans l'année, ça va, quoi. Ça fait un pont prolongé. Alors peut-être que nos auditeurs français s'étonnent de dire quoi, on fait le pont, mais on doit rattraper le jour de congé. Parce qu'en France, quand il y a des ponts, c'est pas rattrapé. C'est pas rattrapé. Là, c'est rattrapé pour des raisons essentiellement économiques.
Et du point de vue très pragmatique taïwanais, bien évidemment. Mais depuis plusieurs années, il y a une certaine grogne. C'est qu'avant, c'était pas forcément automatique. On regardait combien il y avait de ponts qui pouvaient être prolongés dans l'année, et puis sur quelle fête ça tombait. S'il y en avait 2 dans le mois, le gouvernement en choisissait qu'une. Mais depuis 2016, c'est devenu quasiment systématique. Et du coup, cette année, par exemple, 2023, ça fait 6 jours à rattraper sur les 12 fériés. Donc, sur les 12 congés jours fériés à Taïwan, ça fera 6 ponts. Et ça veut dire qu'ils ont 6 samedis qui vont sauter pour devoir travailler. Alors, c'est complexe pour les familles qui ont des enfants, parce que les enfants doivent aller à l'école le samedi, parce que les parents doivent, pour beaucoup, retourner travailler, parce que les écoles, après l'école, ce qu'on appelle les pushiban, eux, c'est essentiellement tout ce qui est club, loisirs ou même cours de soutien. C'est essentiellement le week-end, le samedi. Ce jour-là, ça leur fait un jour off. Du coup, c'est très, très complexe pour ça. Et puis, il y a aussi beaucoup de salariés d'entreprises qui se plaignent parce que de plus en plus, pour que l'économie ne soit pas au ralenti avec ces week-ends de 4 jours qui portent un peu à mal la fabrication, la production, tu as de plus en plus de patrons et d'entreprises qui décident de garder le samedi férié et de travailler pendant le jour du congé. Ce qui veut dire que vu que le samedi qui devait être férié ne l'est plus, le samedi qui devait être travaillé, devient férié. Dans ce système-là, certaines entreprises obligent les employés à prendre un jour de congé sur leurs 15 jours qu'ils peuvent poser dans l'année pour pouvoir ne pas ouvrir et ne pas les accueillir, parce que de toute façon, l'entreprise ne va pas ouvrir ce samedi-là pour retravailler le lundi. Donc, ça leur fait un jour de moins, pas en termes de congé, mais en termes de pont, qui n'est ni décalé, ni rattrapé, sauf que c'est compté en jour off pour eux, quoi. Donc, c'est face à tous ces problèmes, ces lacunes aussi de cette systématisation de ponts, que le gouvernement s'est dit, bon, on va peut-être en effet réfléchir autrement. Et il y a toute la pression financière, la place de Taipei, donc la bourse qui, 6 fois dans l'année, a 2 jours de moins en fait. On perd énormément en bourse. Du coup, c'est beaucoup d'investissements qui sont perdus. Et là, on parle en milliards de dollars taïwanais à chaque fois, quoi. Donc, tout ça pris en compte, le gouvernement s'est dit, on va réfléchir à notre manière de faire. Donc, ils vont décider en mai, avec le ministère de l'Éducation, de l'Économie, du Travail, un petit peu tout interministériel, des réunions, des études, pour voir comment ils s'orientent. Mais ce sera sans doute maximum 3 ponts prolongés quand ça s'y prête. Ce serait limité à 3 par an. Un peu moins de calcul, quoi, parce que tout ce que tu m'expliques là, pour moi, dans ma tête, en fait, ça fait des... C'est complexe. Mais en même temps, c'est pas tous les jours de congé qui sont concernés. C'est que quand ça tombe, soit le mardi, soit le jeudi. Parce que si ça tombe le mercredi, on va pas faire un pont d'une demi-semaine. Ah bah ça aurait été bien quand même. Et du coup, la prochaine fois qu'il y en aurait eu au moins 5 ou 6, ça aurait été 2029-2030. Voilà, quand tu regardes bien le calendrier. Mais on va s'orienter vers les fêtes les plus traditionnelles, comme la fête de la mi-automne, la fête du bateau dragon. Voilà. Sachant que pour la fête du Nouvel An lunaire aussi, il y a 5 jours. Et le gouvernement essaye souvent de bien calculer pour que ça tombe avec les week-ends inclus, que ça fasse vraiment quasiment une dizaine de jours de congé. Il y avait pratiquement 10 jours, oui, c'est vrai. Voilà. Mais là aussi, parce qu'on avait fait un jour de plus, et un vendredi qui était chômé, offert par le gouvernement. Offert non, parce qu'il fallait le rattraper avant, encore une fois. Voilà, donc apparemment, d'après les sondages d'opinion, les Taïwanais sont prêts à rattraper ça pour 2-3 fois, notamment les congés lunaires, ok, mais pas à chaque fois. Pas de manière systématique. Surtout que le gouvernement avait systématisé ça en 2016, donc c'était avec l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen, pour stimuler l'économie, le tourisme, en disant on va dire que les Taïwanais vont sortir, et puis voilà, ça va... Ils vont dépenser, ils vont visiter Taïwan, etc. Et les chiffres montrent que les Taïwanais ne sortent pas. Ou alors c'est en raison de l'inflation. Parce que comme il y a eu la pandémie et les gens ont beaucoup voyagé à l'intérieur du pays, peut-être que maintenant, cette année, c'est plus trop leur priorité. Mais là, c'était depuis 2016, cette systématisation. Donc, ça compte aussi avant l'épidémie. Mais tu dis que ça n'a pas permis d'aider le tourisme. Est-ce que c'est récemment ? Non, c'est sur toute cette période. Sur toute cette période. Donc, ça n'a pas boosté comme ils voulaient. Parce que les Taïwanais ne dépensent pas tant que ça, ils voyagent moins qu'avant. Alors en plus là, avec les prix les prix des hôtels, tout ça qui flambent, je pense qu'ils vont se déplacer encore moins. Donc c'est toute cette conjoncture qui fait que le gouvernement réfléchit à une meilleure méthode de faire des ponts, oui, mais rattraper. Oui.
En tout cas, j'ai pas une aussi belle transition que toi, Fix. Peut-être c'est un peu... il n'y a pas de jour férié pour la journée mondiale des langues maternelles, mais ce serait bien. C'est pas mal comme transition. Voilà. Alors, comme transition, tu peux nous dire Journée mondiale des langues maternelles dans toutes les langues maternelles de Taïwan. J'ai des petits quiz pour vous, mais c'était pas prévu que vous me demandiez ça. Alors, vas-y, on t'écoute. Alors, c'était le 21 février. Et là, c'est pas une question de rattrapage, mais beaucoup d'événements ont eu lieu le samedi d'après, parce que voilà, il fallait justement que les gens soient un petit peu disponibles pour participer à des événements. Donc en fait, c'est une journée mondiale qui est promue par l'UNESCO depuis 1999. Et donc, c'est vrai que Taïwan n'est pas membre de l'ONU, mais fête quand même cette journée des langues maternelles. Et donc, je vais en profiter, en fait, même si ce n'est pas le courrier des auditeurs, pour répondre aux questions de Siddhartha Bhattacharjee, qui nous écrit depuis l'Inde, un pays qui est aussi très très intéressant sur le plan des langues maternelles, parce qu'en plus de l'hindi et de l'anglais qui sont langues officielles, savez-vous combien il y a de langues vernaculaires en Inde ? Est-ce que c'est pas 900, quelque chose comme 900 ? Autant que ça. Et toi, Fix, tu dirais ? J'aurais pas dépassé la centaine, mais... en fait, c'est Lisa qui a gagné, parce que c'est 838. Waouh. Mais seulement 22 apparemment sont reconnues comme langues régionales. Et elles sont toutes vraiment bien parlées, conservées, pratiquées. Non, justement, il y en a beaucoup, mais comme dans le monde entier, qui sont en voie de disparition, malheureusement. Ouais. Donc, Siddhartha, qui a un très beau nom, en fait, qui rappelle celui du Bouddha. Donc, il nous demande combien de langues sont reconnues à Taïwan et est-ce que la journée des langues maternelles est fêtée à Taïwan ? Donc, oui, elle est fêtée. Et en ce qui concerne les langues reconnues, donc c'est un peu complexe, mais à Taïwan, la langue officielle, c'est le mandarin. Pourquoi ? Parce que c'était la langue officielle de la République de Chine quand elle a été créée en 1911. Donc, elle a été créée en Chine, mais après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a parlé un petit peu de cette histoire tout à l'heure. Comme la République de Chine est venue à Taïwan. Voilà. Donc, le mandarin est aussi devenu la langue officielle à Taïwan, alors que la population taïwanaise de l'époque ne parlait pas le mandarin. C'est fou, ça. Oui, tout à fait. Donc, à l'époque, les Taïwanais parlaient taïwanais, hakka, japonais. Alors, japonais, ce n'était pas leur langue maternelle. Non. Justement, je viens de faire une émission là-dessus. Ils apprenaient le japonais à l'école. C'est ça. Mais à part s'ils avaient des relations très poussées avec les Japonais parce qu'ils étaient intellectuels ou commerçants, après, souvent, s'ils n'utilisaient plus le japonais, ils ne parlaient pas forcément tous très bien. Et donc le mandarin s'est imposé à Taïwan à ce moment-là. N'hésitez pas à écouter toute la série Taïwan dans toute sa diversité sur les langues. Et donc à ce moment-là, comme le gouvernement voulait imposer le mandarin, les autres langues ont été progressivement interdites dans les écoles, dépréciées pendant plusieurs dizaines d'années. Et c'est seulement dans les années 80, avec la démocratisation de Taïwan, que la population a essayé de faire revivre et puis que la loi a davantage accepté ces langues. Et donc aujourd'hui, le taïwanais, le hakka et les langues autochtones sont reconnus à Taïwan comme des langues nationales. Et quand tu dis aujourd'hui, c'est pas depuis très très longtemps en fait. Voilà, j'allais encore vous demander depuis quand. Je fais un petit quiz. Je pense que c'était un peu progressif, mais j'aurais dit 2017, quelque chose comme ça. 2018. Bingo. Non, tu es très fort. C'est ça. C'est-à-dire le premier mandat de Tsai Ing-wen, en fait. Tout à fait. Et donc ensuite, en 2019, il y a eu une deuxième étape, une loi sur le développement des langues maternelles. Donc le gouvernement devait, à partir de ce moment-là, soutenir le plurilinguisme à partir de la préservation des langues, certification dans les différentes langues, la diversification des ressources éducatives, des activités de promotion, donc comme par exemple pour la journée des langues maternelles. Et cette année, c'était incroyable, il y avait 462 événements dans tout Taïwan, qui ont été organisés par les institutions culturelles, les musées, les bibliothèques, sur les langues maternelles. Et donc, je suis allée à l'une de ces activités
C'était au Centre de l'éducation aux sciences de Taipei. Oui. Et c'était un événement qui était focalisé sur les parents et les enfants. En fait, le fait de parler des langues maternelles dans la famille, parce que c'est vrai que si on ne parle pas la langue maternelle dans la famille, on ne va pas la parler ailleurs. Et c'est vraiment là, dans la famille, que tout se joue. Donc, il y avait des lectures de contes en taïwanais, en hakka et en amis pour les enfants. Intéressant, ça. Il y avait plein de petits jeux. Alors, c'était surtout en taïwanais quand même, parce que c'était co-organisé avec une association qui promeut le taïwanais. Donc, plein de petits jeux. On pouvait apprendre les noms des animaux en taïwanais, par exemple. Il y avait aussi des ventes de livres, un petit marché, des spectacles pour les enfants, etc. Alors, de plus en plus, à l'école aussi, on a rajouté cet apprentissage des langues maternelles. Ça reste très rudimentaire et ça doit être 1 à 2 cours par semaine seulement. 1 heure par semaine. 1 heure, voilà, au primaire. Mais ça continue collège et lycée aussi. Même avant, au lycée, ça s'arrêtait parce qu'on focalisait sur les concours, les examens. Mais là, jusqu'au lycée, donc les 12 années de scolarité obligatoire, il y a ces langues maternelles. Et en début de scolarité, tu choisis la langue que tu veux. Donc tu peux choisir, bien sûr, le taïwanais, le hakka. Tu peux choisir aussi les langues aborigènes. Après, c'est aussi en fonction... Enfin, les écoles sont obligées de le proposer s'il y a un certain nombre d'élèves qui le demandent. Mais s'il y en a qu'un qui demande, par exemple, le hamis ou... Ouais, c'est difficile. Et en fonction de il faut qu'il aille plutôt ailleurs. C'est proposé en fonction de la composition de la population du village ou de la ville. Si c'est une majorité, par exemple, amis, il y aura le amis sera proposé. Et s'il y a vraiment quelques personnes seulement qui parlent le taïwan, ce ne sera pas proposé, par exemple. Et de plus en plus, on propose aussi ces cours-là pour les nouveaux migrants, donc essentiellement dans les langues d'Asie du Sud-Est. Je vais en parler d'ailleurs à la prochaine émission Diversité. Taïwan, pour l'un, on peut dire que pour l'un et pour l'autre, ils ont tous les deux, pour les langues aborigènes et pour les langues d'Asie du Sud-Est, ils ont tous beaucoup de difficultés à trouver des professeurs. Tout à fait. Ça, c'est un effort du gouvernement qui est pas mal fait. Alors, ça demande encore beaucoup de choses, mais ils sont obligés, les institutions publiques, genre le ministère de la Justice, les tribunaux, sont obligés de pouvoir trouver un interprète s'ils ne peuvent pas servir dans la langue maternelle de quelqu'un qui a besoin. Donc si tu y vas, tu demandes à ce que tu puisses dialoguer avec ta langue maternelle, amis ou je ne sais pas quoi. Si le juge ou les greffiers au tribunal n'ont personne, ils sont dans l'obligation légale depuis 2019 et la loi dont tu parlais tout à l'heure, de trouver quelqu'un, un interprète, pour pouvoir offrir ces services-là. D'accord. Et c'est pareil pour les commissariats, pour tout ce qui est public, mais ça peine à se mettre en place, faute de ressources. Ouais. Et donc pour terminer, je voulais quand même signaler que tout ça dans le futur, ça risque de changer parce que maintenant l'objectif du gouvernement taïwanais, depuis le premier mandat de Tsai Ing-wen, c'est de rendre Taïwan bilingue anglais-mandarin en 2030. Donc, est-ce que l'anglais deviendra la 2e langue officielle au même titre que le mandarin, comme en Inde, par exemple, anglais et hindi, et à Singapour, mandarin anglais, sachant que Singapour et l'Inde ont des relations historiques avec l'Angleterre, et donc il y a eu beaucoup des élites qui parlaient anglais auparavant, alors que c'était pas vraiment le cas à Taïwan. Là, c'est vraiment pour des raisons de compétitivité des Taïwanais, et c'est vrai qu'à Singapour, par exemple, les langues maternelles, ce qui parlait aussi Minnan, Hakka, ont beaucoup régressé. Donc on va voir dans le futur à Taïwan. C'est un risque ou une crainte, en effet. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. En attendant, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. C'était On en parle à Taïwan, animé par Sasa, Lisa et François-Xavier. à bientôt. Bye bye. Bye bye.